Bonsoir, chers amis, chers compagnons du déconfinement confiné. C'est à peu près le régime dans lequel on vit maintenant. Chers amis, chers camarades, je n'ai pas besoin d'insister sur le fait que aujourd'hui nous avons un direct très, très particulier et qui, je l'espère, inaugure une série qui devrait s'avérer féconde. C'est que je ne vais pas vous agacer avec mes détours et la manière dont je vole un peu le temps des questions quand je déborde l'heure et demie qui m'est impartie. Vous allez être débarrassé de tout ça parce que la parole est à nos invités ce soir. Je suis très, très heureux qu'ils aient accepté de participer ce soir à ce direct. Il s'agit de nos camarades de Norvège, plus connus sous le nom de l'association Altgarbra, mais je prononce mal de toute façon. Mais ça veut dire tout va bien, n'est-ce pas? J'allais dire en euros, n'exagérons pas. Donc, je ne vais pas tarder à leur passer la parole, mais je vais juste rappeler que Agnès et Branco, donc, qui sont en même temps les fondateurs et qui représentent ici Algarbra, ainsi que leur camarade Oscar, qui est notre ami britannique qui vit, lui, sur Paris, qui est résident sur Paris, et qui a la gentillesse aussi de bien vouloir participer à la réunion. Agnès, de son côté, est présidente tout de même de l'Association des artistes plasticiens de Norvège. Donc, j'ai pensé que pendant cette série que je viens de faire depuis quelques semaines, qui a pour thème central le rapport de l'esthétique et du politique, leur présence, alors si je parle comme les journalistes, je vais dire, me semblait incontournable, mais je vais éviter cette banalité. Je crois qu'elle est surtout précieuse. Je n'en dis pas plus parce que c'est eux qui vont vous exposer la manière dont se pose ce genre de dialectique de l'esthétique et du politique dans un contexte comme celui de la Norvège. Je le dis à leur place, mais il ne faut pas l'oublier parce qu'on le dit rarement, la Norvège est le plus haut niveau de vie du monde par habitant. Je ne parle pas de telle petite principauté ou tel émirat isolé, par habitant, même plus que la Suisse. Voilà. Donc, défendre la bannière du marxisme, de l'hégélianisme, de la glouscardité. J'ai dit ça parce que quand j'ai été invité chez eux à Berck, j'ai eu le plaisir et le bonheur de voir une couverture de Gluskar sur la vitre qui donnait sur la rue en arrivant chez eux. Vous voyez, voilà ce qu'on trouve au fond des fjords grâce à eux. Alors, je vais leur passer la parole. Ils vont se présenter. En tout cas, je leur laisse une totale souveraineté pour ce qui est de l'ordre du jour et de l'ordre tout court de cette présentation. Et bien sûr, vous serez en droit de poser les questions qui vous intéressent sur leur intervention dans la dernière demi-heure, comme d'habitude. Donc, je donne la parole ici à Branco Boero, qui est des deux celui qui est peut-être le plus à l'aise dans la francophonie, encore que je trouve que Agnès se débrouille beaucoup mieux en français que moi en norvégien. À toi, Branco. Ok, bonjour à tout le monde. Bonjour Dominique. Et bonjour. Merci beaucoup de nous avoir invités. Je pense qu'on va commencer par dire bonjour un petit peu à tout le monde. Oui, bonjour. Bonjour à tout le monde. Merci, Dominique. Hello, Oscar. Merci pour l'invitation, Dominique. Merci à vous. Nous voulons commencer par faire une introduction. Et dans cette introduction, on va partager des citations dans deux types de formats. Le format des images et format de texte. Donc, ces citations sont peut-être sans une connexion très évidente entre eux, mais il peut-être qu'ils sont
pas une connexion très évidente avec la présentation en général non plus. Par contre, nous espérons que ces citations vont nous aider à faire des réflexions sur notre travail dans cette présentation. Donc, nous allons commencer par une image que nous allons partager sur l'écran. Donc, dans cette image, c'est une image que nous suspectons. Je pense que vous pouvez les voir déjà dans l'écran, peut-être Dominique ou Oscar. Oui, on le voit très bien. Oui, ok. Donc, nous suspectons que cette image a plus d'importance dans l'histoire de ce qu'il a été crédité. Donc, en fait, tout pour dire que cette image, c'est une image qui apparaît pour nous, une image qui mérite plus de réflexion. Dans cette image, nous voyons une rencontre. Ça, c'est la rencontre entre Alexandre de Macédoine, dit le Grand, Alexandre le Grand, avec un philosophe, le philosophe Diogène de Sinope, connu comme Diogène le Cynique. Dans cette image, j'espère qu'on peut voir là la flèche de l'ordinateur, peut-être qu'on ne peut pas les voir. Très bien. Mais dans cette image, il y a plusieurs éléments, mais on veut vous faire regarder 4 éléments. 2 personnages, Alexandre et Diogène. Donc, Alexandre en rouge, Diogène par terre en noir. Les chiens à côté d'Alexandre et les lieux d'habitation de Diogène. On va parler de tout ça plus tard. On veut aussi remarquer qu'à différence des autres personnages comme Jules César et même Auguste, Alexandre et ses motifs de rencontre avec Diogène en particulier a été un sujet très répandu parmi les artistes, très populaire. Donc, à différence des autres personnages historiques, Alexandre a attiré beaucoup d'attention des artistes. Ces tableaux est seulement un exemple. Nous avons aussi des illustrations de cette rencontre entre Alexandre et Diogène de Cynique dans les bien connus bas-reliefs de Pierre Puget, que nous voulons aussi les partager. Dans ces bas-reliefs de Pierre Puget, qui est au Louvre, nous pouvons aussi apprécier les 4 éléments. Nous voyons Alexandre sur le cheval. Nous voyons Diogène aussi par terre, presque dans la même position, dans tous les deux. Et nous voyons les chiens, proche Alexandre, et les lieux d'habitation de Diogène. Un tonneau. Nous avons le même thème aussi chez les peintres anglais Edwin Landseer. C'est une peinture très curieuse qui est devenue très populaire en forme d'impression. Et ces peintures, c'est une parodie où on voit les mêmes caractères peints comme des animaux directement. Donc là, on a toujours les mêmes 4 éléments, mais Landseer ajoute un 5e élément.
Donc, on voit Alexandre, qui est le chien noir, On l'a reconnu. qui est le chien blanc. On voit Diogène, qui est le chien noir. On voit pas un chien, mais plein de chiens. On voit que des chiens. Et on voit aussi les lieux d'habitation de Diogène, qui dans ce cas-là est plus propre aux chiens qu'aux philosophes. Et Lancière ajoute un cinquième élément qu'on peut le voir à gauche de l'écran en bas, c'est la lanterne. Donc, la lanterne et ses lieux d'habitation, ils sont des attributs de Diogène le Cynique. Et il peut être que ces peintures, parmi les trois illustrations de rencontres, il peut être que justement, c'est ces peintures de Lancière qui nous amènent les plus proches à l'idée que nous voulons saisir ici dans cette introduction. Donc, l'idée que nous voulons saisir, c'est justement l'idée de l'animalité, des animaux, l'animalité, comme on le voit bien dans ces tableaux. Nous voulons remarquer qu'il y a plusieurs des anecdotes autour de rencontres de Diogène et Alexandre. Par exemple, une anecdote très bien connue, c'est quand Alexandre demande à Diogène s'il a besoin de quelque chose. Et Diogène lui répond, oui, ôte-toi un peu de mon soleil. Alexandre, on dit qu'il était très frappé par la réponse et par le mépris que Diogène avait exprimé en lui disant, oui, ôte-toi un peu de mon soleil. Donc, Alexandre veut les flatter au philosophe et il le dit, si je n'étais pas Alexandre, je voudrais être Diogène. Loin de séduire à Diogène, il obtient la réponse suivante de Diogène. Diogène lui dit, si je n'étais pas Diogène, moi aussi, je voudrais être Diogène. Tous ces échanges sont intéressants et même amusants, plein d'ingéniosité. Mais nous voudrions diriger l'attention plutôt sur l'identification de Diogène lui-même. Là, on va passer à... donc, ce qui nous intéresse, c'est comment est-ce que Diogène il se présente, et comme qui est-ce que lui, il s'identifie en face d'Alexandre. Alexandre, lui, il se présente en disant, je suis le grand roi Alexandre. Et Diogène, il se présente en disant, et moi, je suis Diogène, le chien. Et quand on lui demande à Diogène pourquoi est-ce que lui, il s'appelle à lui-même le chien, il répond, parce que je caresse ceux qui me donnent, j'aboie contre ceux qui ne me donnent pas, et je mords ceux qui sont méchants. Donc, on a dit tout ça et on a montré ces images et remarqué la présence des chiens pour justement parler de l'animalité. Et comment est-ce que l'animalité, c'est un élément essentiel de la philosophie de Diogène le Cynique, donc le cynisme.
car l'animalité est prise comme modèle pour deux idées centrales du cynisme. Une idée centrale du cynisme, c'est la frugalité, donc l'être frugal, ne pas gaspiller, et basée sur cette idée que la nature et les animaux, ils sont frugales. Si on agit avec frugalité, on arrive à l'autre idée de cynisme. Et cette idée, c'est l'idée de autarcie. Donc, ça veut dire pas de démocratie où les démos, les peuples gouvernent, mais dans un état où le gouvernement, c'est l'auto-gouvernement, l'autarcie. Deux concepts très importants du cynisme qui prend comme modèle l'animalité, c'est la frugalité et l'autarcie. Et ça, c'est le moment de rappeler que justement, les mots cynisme, Diogène les cyniques, ça veut dire Diogène les chiens. Donc, le mot cynisme, la plupart de nous, on oublie qu'est-ce que ça veut dire. Pour inventer des mots qui n'existaient pas en français, la traduction littérale, cynisme serait chiénisme ou canisme. Donc, ça existe toujours la racine de canine, qui est la racine de cynisme. Kun, qui ça veut dire les chiens en grec. Donc, littéralement, Diogène s'appelait Diogène des chiens. Et en revenant à l'animalité comme inspiration de la philosophie cynique, on apprend aussi que l'animalité fournit un modèle pour l'absence de privacité, aussi comme des autres coutumes tirées des animaux. Donc, un autre élément, le troisième élément, c'est l'absence de privacité. Et on peut dire qu'en urinant, en faisant pipi, en urinant et en se masturbant dans les marchés publics, Diogène s'est forgé un homme pour lui-même dans l'Antiquité. Donc, il est devenu très bien connu pour être cette personne qui, comme l'a vu, il habitait dans la rue, il ne travaillait pas, bien sûr, il a toujours un pot où les gens pouvaient lui donner la nourriture ou l'argent. Et aussi, il vivait dans une façon publique comme dans la façon privée. Donc, il faisait pipi et caca à l'extérieur, dans les marchés, il se masturbait. Il habitait dans cette tonneau. Habitat qui, en grec, c'est un jarre très grand qui s'appelle l'épissos. Donc, ce jarre s'utilisait comme pour stocker soit les liquides ou la nourriture, mais aussi parce qu'il était tellement grand, des fois, il s'utilisait comme cercueil pour enterrer les gens. C'est peut-être une relation intéressante déjà là. Les disciples et les héritiers de Diogène le Cynique, parmi lesquels on compte les pères fondateurs du stoïcisme, un autre courant philosophique qui s'appelle le stoïcisme. Donc, il était Zénon de Kition, donc parmi ses héritiers et disciples. Ces héritiers et disciples, ils ont apporté le modèle de l'animalité encore beaucoup plus loin que son maître, que Diogène le Cynique, jusqu'à proposer des choses comme l'inceste et le cannibalisme. Donc, on a parlé des trois éléments
la frugalité, l'autarcie et le manque de différence entre la vie privée et la vie publique. Tout s'est inspiré dans l'animalité. On voudrait ajouter un quatrième élément qui est aussi inspiré dans l'animalité et la nature pour les cyniques, et ça, c'est le cosmopolitisme. Diogène, le cynique, il était le premier à utiliser les mots cosmopolite en parlant de soi-même. Diogène, il s'est présenté à Alexandre comme un chien et il se définit à lui-même comme un cosmopolite. Donc, un cosmopolite, ça veut dire un polite, un citoyen, pas de la police, de la cité, mais du cosmos. Diogène est le premier à se dire cosmopolites, les citoyens du cosmos. Qu'est-ce que ça veut dire le cosmopolitisme? Ça veut dire deux choses en même temps chez les cyniques. D'abord, le rejet de la citoyenneté dans la police, dans la ville, dans la cité, et l'affirmation de l'appartenance à une communauté cosmique. Donc, on n'appartient pas à la communauté de tous les jours, quotidienne, des réels, où on voit les voisins et les citoyens qui habitent et qui agissent dans la même ville, mais on habite dans une communauté cosmique. Donc, ça veut dire qu'il y a un rejet du nomos, il y a un rejet de la loi de la cité, au nom de la physis, de la nature. Donc, pour être un cosmopolite, c'est clair. Dans le sens cynique, on doit rejeter les nomos, la loi de la cité, parce qu'on doit suivre la physis, la nature. Donc, l'homme se constitue en harmonie et en adéquation avec l'univers et ses lois naturelles. Pas des lois humaines, de la police, de la cité, mais d'accord, on respecte les lois naturelles. On vit dans le cosmos en harmonie avec les plantes et les animaux. Le cynique forge sa communauté cosmique avec des autres cyniques. Le cynique, il est autarquique, il se gère par l'autarcie. Par contre, il a quand même une communauté, mais cette communauté, c'est une communauté cosmique. Et cette communauté est formée par les autres cyniques, les autres sages qui habitent dans l'univers, dans le cosmos, pas dans la cité. Donc, ces sages, ils se trouvent, ils habitent, ils composent cette communauté, la communauté des cosmopolites sages. Donc, ce sont ça les sages qui, comme on a vu dans les tableaux de l'ancien, je vais montrer, qu'on voit qu'on ajoute qu'on ajoute la lanterne. Donc, la lanterne, c'est la tribu de Diogène le Cynique, c'est l'objet qu'il utilisait pour se promener dans la police et chercher des sages comme lui qu'il ne pouvait pas trouver, bien sûr.
Donc, le cosmopolitisme, c'est la vie en conformité avec la nature. La frugalité, l'autarcie sont des concepts clés du sudisme. Et en même temps, ces concepts sont des éléments constitutifs de la courant philosophique que le cynisme inspire. Ce courant philosophique, c'est le stoïcisme, dont on avait déjà dit que le fondateur est Zénon de Kition. Donc, maintenant, on peut revenir à l'image initiale qui illustre les rencontres entre Diogène le Cynique et Alexandre de Macédoine. Et on revient pour conclure avec deux visions de l'Antiquité sur le stoïcisme. Qu'est-ce que c'est le stoïcisme dans l'Antiquité? On propose deux visions. Celle de Plutarque, qui identifie le stoïcisme justement avec les nouvelles ordres du monde créées par Alexandre. Et celui-là de Cicéron, qui associe le stoïcisme avec le bienfaisant expansionnisme romain qui emportait la civilisation et l'ordre aux provinces. Domenico Losurdo a écrit exhaustivement sur l'implémentation des idées de la pax perpetua, de la paix perpétuelle et de l'universalisme. Il n'a pas, Domenico Losurdo, il n'a pas vraiment fait une connexion avec l'Antiquité quand il parle de ces concepts, mais il part de Kant. Il fait ça dans son livre Un monde sans guerre, l'idée de la paix, des promesses du passé à la tragédie du présent. Cet ouvrage, Un monde sans guerre, se complémente très bien avec son très bien connu livre Contre-histoire du libéralisme. Dans ce livre, Contre-histoire du libéralisme, Losurdo analyse parmi plusieurs des idées l'idée que vous voyez illustrée maintenant dans l'écran. Cette illustration dans l'écran, qui s'appelle Le progrès américain, c'est la représentation d'une idée très répandue dont Losurdo il parle beaucoup. C'est l'idée de la destinée manifeste, qui en anglais s'appelle le manifeste destiné. Cette idée est très bien représentée par cette illustration qu'on voit dans l'écran, qui en fait, il a l'air d'être une grande illustration, mais c'est seulement un très petit tableau, qui est devenu très populaire aux États-Unis comme une reproduction. Donc là, on voit le tableau original. Donc dans ce tableau-là, on peut voir, c'est une allégorie de Columbia, donc la femme au centre, qui porte les télégraphes. Donc comme vous le voyez, dans les mains, il a un câble. Ça, c'est le câble de télégraphe. Et il aussi amène avec elle une vague de progrès. Les moyens de transport les plus avancés de l'époque, comme les trains. Et en général, elle amène la civilisation au peuple. Donc, nous voulons finir cette introduction avec deux citations de penseurs
dont nous sommes très familiers. Je parle du public et de Dominique Pagani. Pour donner un petit peu le contexte de toute cette introduction, et donc, au premier, on va lire la citation de Hegel. Et là, lui, il parle, la citation de Hegel, on l'a pris de l'excellent livre de Bernard Bourgeois qui s'appelle La pensée politique de Hegel. Et par contre, quand la citation dit le mot religion, nous pensons que le mot religion peut être remplacé pour des autres mots, pour des autres concepts qui peuvent s'adapter mieux à ces citations. Donc, religion et politique se sont entendus comme la ronde en foire, que la première a enseigné ce que voulait le despotisme, le mépris de l'espèce humaine, son incapacité à réaliser un bien quelconque, à être par elle-même quelque chose. Et après, Michel Clouscar, depuis les chemins de la praxis, la phénoménologie de l'Homo erectus sera donc celle d'un ethnocentrisme légitimé par son intentionnalité, faire les genres et sa finalité humaniste. Cette légitimité ira-t-elle jusqu'à justifier la prédation? Et on finit pour dire que sous l'égide de la maxime de Hegel, tout ce qui est rationnel et réel, tout ce qui est réel et rationnel, nous allons maintenant discuter la praxis de notre collectif Algora. Je peux faire une petite pause juste pour rebondir sur la dernière citation. On m'entend là? Oui. Alors, oui, c'est pour préciser, pardon, c'est mes déformations pédagogiques, mais à notre public, que la citation de Hegel, que j'ai souvent répétée au cours de nos ateliers, est extraite d'une lettre. C'est le tout jeune Hegel, qui est encore étudiant en théologie, qui écrit à Schelling, qui n'est pas encore le champion de la contre-révolution. Là, pour l'instant, c'est trois jeunes gens fous de la Révolution française, de Rousseau, de Kant, etc., hein, bien sûr. Et qui viennent d'avoir des problèmes parce qu'ils ont planté un arbre de la liberté dans la cour de la faculté de théologie où ils sont étudiants. Hein. Donc, je veux juste rappeler que Hegel, qui a un ton très violent, cette citation est très bien choisie, hein, merci Branco, elle résume tout le ton de la lettre. Religion et politique se sont entendus comme la rose en foire. Je dis ça parce qu'on a une certaine image d'un Hegel mystique, religieux, et on croit être marxien, je dis exprès marxien, n'est-ce pas, en répercutant cette image, que le vieux Hegel de Berlin ait bien pris soin de ne pas avoir trop d'ennuis avec son employeur qui ne s'appelait pas Éducation nationale, c'est un anachronisme, mais le ministère des cultes. Hein, il était fliqué par des censeurs qui regardaient s'il n'y avait pas trop d'influence des idées des Lumières dans l'enseignement de Hegel. Mais sinon, je veux dire, ici, c'est très clair qu'il fait une critique très politique de la religion. Ce n'est pas le procès que fait Voltaire sur... Il n'est pas en train de détruire la métaphysique ou la croyance. Il dit politique et religion se sont entendus comme la roue en foire. La politique au service pour faire avaler au peuple le discours que le pouvoir politique a envie d'entendre. Donc, merci beaucoup. Voilà, c'était... Sinon, je ne veux pas interrompre parce que c'était très intéressant cette introduction. Donc, tu veux nous laisser les questions ou on continue? On continue par peut-être, vous voyez si on a un expo ici dans le lieu en Norvège, à Bergen. Oui. Et ça, c'est une expo qui est faite par des images, des peintures
qui appartient à des voisins des lieux. Et donc, c'est des images des peintures qui est très, très bien connues par les gens norvégiens. C'est des peintures qui est faites après la dernière guerre mondiale. Et les peintres eux-mêmes ont vendu ces peintures en frappant la porte du voisinage. Et ils ont fait ça, c'est une économie très populaire, on va dire. Que ça fait que tout le monde a eu l'opportunité d'avoir une vraie peinture de l'huile à toile dans la maison et ça fait une façon de vivre pour les peintres. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on fait qui est très précis ici, à Bergen, de voisinage ici. Mais on essaie de comprendre mieux de ces phénomènes aussi parce que personne n'a écrit quelque chose, une étude académique, on va dire, sur ces phénomènes de peinture. Même si on sait qu'ils ont produit énormément de ces peintures. Ils sont partout, partout. Toutes les familles sont des peintures comme ça à la maison. Là encore, je vais faire un petit commentaire. Oui. Parce que ce qui est apporté ici est très riche et pas très familier au public français. Vous savez, en Allemagne, on dit un Français, c'est un monsieur qui est petit, qui a de la moustache, qui connaît mal sa géographie. N'est-ce pas? Alors voilà, nous ignorons souvent ce qui se passe chez les autres, un peu comme les Américains, pour des raisons différentes et analogues. À une époque, nous étions l'Amérique, n'est-ce pas? Alors, comme le monde entier, c'est-à-dire l'Europe, à l'époque parlait français, on n'allait pas se fatiguer à parler les langues des autres, et les Américains, maintenant, c'est un peu pareil. Voilà. Donc, c'est pour ça que je me permets de faire quelques précisions. Lorsque Agnès dit ici, au sens propre, il s'agit de la ville de Bergen, où nos amis sont résidents. Je rappelle que Bergen a été pendant près de 10 siècles la capitale de la Norvège, bien avant Oslo. D'accord? Et que les hardis marchands vikings qui sont allés fonder qui sont allés coloniser le Groenland, l'Islande d'abord, puis le Groenland, n'est-ce pas, partaient pour la plupart de Bergen, qui était un haut lieu commercial et militaire à la fois. Mais ce n'est pas seulement ça. Ce qu'elle vient de rappeler, c'est la présence et la richesse et la vivacité de cet art populaire. Or, c'est difficile à faire passer en France, surtout en France, parce que la France, je ne dis pas ça péjorativement, c'est un autre genre, mais la France est surtout connue pour une littérature et un art élitiste, de cour. L'importance de Versailles historiquement, le modèle que ça a été, n'est-ce pas? Le fait que, à partir de Racine, on ne dit jamais d'une fille elle est magnifique, on dit elle est pas mal. Parce qu'il n'y a que le roi qui est magnifique, vous comprenez? Donc il faut. Vous voyez, on a comme ça enseigné la litote, la langue française. Et donc, très rapidement, le populaire chez nous a été folklorisé. C'est devenu un peu péjoratif, un peu folklorisé. Or, dans des pays qui sont à la périphérie de l'Europe, soit la périphérie septentrionale, comme c'est le cas en Scandinavie, soit la périphérie orientale, comme c'est le cas dans les peuples slaves en particulier, je veux dire, le fond populaire est extrêmement vivant. Regardez dans les films de Kusturica l'importance des musiques populaires dès qu'il y a un mariage, dès qu'il y a. Vous voyez, c'est pas un folklore. C'est pas non plus une sono avec un ampli et puis qui font des musiques qui viennent de 10 000 kilomètres d'ailleurs, même si elles sont bonnes, c'est pas la question. Non, ce sont des musiques serbes, populaires, russes, norvégiennes. Voilà, c'est très important ce qu'on est en train de voir là. Donc, le fait. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est l'extraordinaire travail politique que font en toute modestie, parce qu'ils ne l'explicitent pas, parce qu'ils sont modestes, ou plutôt ils ne sont pas modestes, ils sont humbles, ce qui est encore plus profond, Agnès et Branco, c'est-à-dire qu'ils font du porte-à-porte pour aller récolter ces tableaux. Autrement dit, il y en a beaucoup chez nous qui parlent d'art de la ville, comment on dit, de street art, d'art de la rue, vous savez. Et en fait, c'est toujours la même cosmopolité, n'est-ce pas? C'est-à-dire,
On dit ici, voilà des bijoux typiquement norvégiens, on voit les mêmes à Tokyo, on voit les mêmes chez moi en Corse l'été, c'est toujours les mêmes choses, j'appelle ça des bijoux nippo-scandinaves, vous voyez, pour qu'on soit bien d'accord, ça n'a rien du tout de vraiment populaire. De même que, c'est un peu mon refrain, les musiques people ont liquidé les musiques populaires qui étaient riches, foisonnantes et diversifiées dans chaque région. Donc voilà, donc c'est très important politiquement ce qu'ils font, de permettre à un voisin, c'est ni une détermination sociale ni politique, mais c'est une détermination très importante au niveau dans la cité, ou alors c'est une relation politique au sens antique du terme, n'est-ce pas? Eh bien, c'est mon concitoyen le plus proche. Et c'est très important que mon voisin puisse penser qu'il va être exposé. C'est extraordinaire. Donc voilà, je rends hommage au passage à cette initiative que vous présentez d'une manière un petit peu comme ça, presque marginale, et je trouve qu'elle est déjà bien au-delà de ce qui se prétend avant-garde ailleurs. Voilà. Je vous rends la parole. Merci Dominique. Oui. En fait, cette expo, ça fait partie d'une série de 3 expos qui ont fait dans la même manière. On a fait un déjà qui est avec les bannières, qui est aussi un phénomène très important en Norvège. Des grandes bannières en tissu avec des décorations, des broderies et des peintures. Et nous, faisons notre propre bannière aussi. Et ici, dans cette expo, nous, on a fait des copies de quelques-unes de ces peintures qu'on montre. Et c'est toujours la même chose, c'est une communication avec le voisinage qui prête ses propres œuvres à nous pour exposer ici. La prochaine, peut-être que tu veux parler un peu de ça, de Akant. Oui, on a 3 dans cette série où on essaye d'apprécier la valeur de l'art de tous les jours, de l'art du quotidien. Donc la plupart des gens, ils ne pensent pas que les bannières qu'on porte pour les 1er mai ou pour le jour de l'indépendance norvégienne, qui sont vraiment des œuvres d'art, mais on essaye de valoriser l'esthétique. Et on essaye aussi de mettre en valeur les peintures de tous les jours, la peinture des maisons, comme celui-là. Et la prochaine va être sur l'acanthe. Donc l'acanthe, elle est une plante. Il s'agit de la plante, du végétal l'acanthe, et les feuilles d'acanthe. La feuille d'acanthe, que les gens ils connaissent depuis les colonnes corinthiennes. Donc on voit les chapiteaux avec toutes ces plantes très élaborées. Et donc ces plantes, c'est très intéressant parce que c'est bien lié avec l'introduction, parce que nous pensons que c'est justement Alexandre et l'hellénisme qui a répandu ces plantes et qui a donc ces plantes sont devenues les motifs les plus répandus géographiquement et pendant l'histoire de toute l'humanité. Donc Alexandre, il a mené partout, il a conquis. Et aussi, après, ça passait aussi à la Chine, au Japon, et il est devenu aussi l'art musulman. Donc tout ça, c'est l'acanthe. Et après, il est aussi arrivé en Norvège. Et en Norvège, en fait, tout l'art traditionnel folklorique de la Norvège, c'est basé sur l'acanthe. Donc ça, c'est une connexion très forte, très évidente avec la traduction. Oui, très rapidement, ça a été ma grande surprise quand vous m'avez appris. Moi, je pensais que l'acanthe était représenté dans l'art décoratif norvégien, un peu comme tous les pays que tu as cités, à la suite de l'influence hellénique. Et là,
vous m'avez appris que la Kant est depuis toujours, au contraire, quelque chose de très populaire dans les représentations quotidiennes, dans la décoration, et en particulier dans les églises de bois sculptés, qui sont des véritables bijoux. Hein. Vous consulterez sur Google Images les églises. Il y en a en Norvège, il y en a en Russie, des pays de très grandes forêts de bois sculptés où le motif de la Kant est omniprésent. Je te rends la parole, pardon. C'était ma surprise. Mais en fait, la Kant, c'est connu ici comme la fée française. D'accord. Mais en fait, il ne vient pas de la France, il vient de l'Allemagne plutôt et des Pays-Bas. Donc, et tu veux dire, il s'est passé par là, quoi. Exactement. Oui. D'accord, d'accord. Donc, on donne la parole à Oscar. Mais oui, je t'en prie, Agnès. Et on veut bien aussi donner la parole à Oscar, notre collègue qui Oui, est très volontiers. Et ouais, en fait, on dit que les Français sont bavards et les Anglais n'aiment pas ça. Alors, il va prendre sa revanche maintenant. je vais parler juste brièvement d'un un troisième projet qu'on a fait, mais en fait, c'est plutôt dans le même sens, comme on a parlé de les deux projets précédents, mais aussi que Branko a discuté. Et c'est aussi l'image de l'événement Facebook. Ah oui, le graphe. Donc, c'était une machine qui s'appelle un mimeographe. Et en France, c'était plutôt s'appelle un Roneo. Et comme le tableau, et peut-être aussi un peu comme l'account, c'était une fois très, très connu, très populaire, très commun, mais aujourd'hui oublié. Et en fait, c'était la première machine de photocopie. De reprographie. Oui, exactement. Ouais. C'était portable, c'était facile pour utiliser. Et voilà. Et je discute ça aussi parce qu'on a fait une interview récemment dans cette journal. J'espère que vous pouvez regarder ça. Mais ça s'appelle Perspective. C'est le journal de INA, l'Institut national d'histoire de France. Donc, c'est une interview en français. Avec nous, notre travail et aussi notre recherche de cette machine. On a fait une recherche depuis 5 ans maintenant. Et l'année dernière, on a fait une conférence à l'Université de Westminster. Et après, on a fait cette installation dans le musée de Victoria and Albert. À Londres. Oui. Et donc, c'était une installation avec la machine mimeographe, une machine Roneo. La photo est magnifique. Et on a fait un imprimé, c'était un imprimé de 40 mètres, je pense, dans cette salle. Voilà. Donc, si vous voulez regarder plus de notre travail et aussi la théorie entre notre recherche dans cette machine, de la miméographe, vous pouvez regarder cette journal. Et je pense aussi il y a dans le site web de INA. Je pense que ce n'est pas maintenant, mais dans quelques semaines, il va être l'interview sur le site web. Voilà. Avec cette photo. Avec cette interview. Oui. Avec cette interview, OK. Je profite de ce que vient de dire Oscar pour faire remarquer à nos auditeurs habituels, là encore, que ce n'est pas un hasard pour moi si nos amis ont fait des recherches, une véritable enquête sur le mimographe, au sens de recherche, au sens de inquiry, sur quoi? Sur une force productive, pour rester marxien. C'est un progrès dans la technologie de la reprographie de la parole et du message. C'est quand même avant tout ça. Alors, Oscar dit très justement que maintenant on l'a oublié. Oui, les jeunes générations, certainement, dont il fait partie. Mais moi, je me souviens très bien que dans le lycée, quand j'étais enseignant, dans tous les lycées, avant les cours, on passait à la Ronéo, on disait, pour distribuer aux élèves les textes sur lesquels on allait travailler. C'était extrêmement répandu.
Mais je parle seulement pour la France, hein, je veux dire, dans tout le monde développé, bien sûr. Voilà, donc c'est très intéressant d'avoir focalisé, que des gens qui travaillent dans un contexte artistique se soient focalisés sur quelque chose qui apparemment n'est pas une œuvre d'art, même si je trouve que cette photo est magnifique. Mais qu'elle est un chef-d'œuvre à elle toute seule, et même une dialectique entre cette machine et le parquet et les tableaux et l'épaisseur historique et traditionnelle qui est autour, c'est extraordinaire. Voilà. Et il n'y a rien de brutal dans cette réunion. Voilà. Ben, je rends la parole, mais merci beaucoup d'avoir attiré l'attention sur l'opération Mimographe. De rien. En fait, Oscar, il nous rappelle la raison principale pour utiliser le miméographe. C'est pour en fait pouvoir publier nos propres livres. Donc là, il y a un des livres qu'on a publié, ça c'est on a tout fait à la main. Et le titre de ce livre, c'est une phrase de Michel Closcar. À moi le plaire, à toi le faire. C'est une phrase de Michel Closcar. Donc ça, c'est le titre du livre. Tout à fait. Merci pour lui. Je rappelle que c'est ici le dieu forgeron, le bosseur, le prolétaire de l'Olympe, c'est-à-dire Héphaïstos Vulcain, qui parle à Narcisse, n'est-ce pas? Là, exactement, c'est ça voilà. que je suis en train de te montrer. Et ben voilà. Traduit à l'anglais. Et Narcisse, Héphaïstos dit à Narcisse, à toi de plaire, à moi de faire. Et voilà le partage, voyez, encore maintenant, quoi, n'est-ce pas? Ouais. Ce qui me fait penser, je fais un tout petit rebondissement pour revenir à Diogène. Au cas où certains n'auraient pas encore compris tout ce qui est extrêmement rationnel dans ton introduction, malgré les apparences décousues et discontinues, c'est très convergent. Je veux dire, l'économie de Diogène, de quoi vit-il? Tu dis, il vit de son petit bol, là, comme les bons bouddhistes ou comme j'ai travaillé en pays islamique où les imams donnent à des jeunes gens comme ça des bols pour qu'ils aillent chercher à manger pour lui. Et ça, depuis la plus haute antiquité, les prêtres d'Amon, dans l'Égypte ancienne, toute l'Égypte leur apportait des vaches, des moutons, des fruits, des céréales. C'est extraordinaire. Et le clergé bouddhiste, encore maintenant en Thaïlande, il vit de ça. Hein? Non, je le rappelle au passage. Or, c'est pour ça que je suis très content que je me rappelle, c'est une anecdote, mais je vais être rapide. J'étais en Côte d'Ivoire, j'étais contrat local, ça veut dire payé comme un professeur ivoirien à l'époque, je ne vais pas raconter ma vie, mais expatrié, au cœur de la jungle, dans la forêt vierge, il y a une partie amazonienne en Côte d'Ivoire, et donc on se voyait souvent dans la petite communauté française avec nos collègues ivoiriens, on était 80 Français perdus dans la jungle, si vous voulez. La plupart enseignants, mais d'autres coopérants en médecine, etc. Bon, bref. Et voilà qu'il y avait avec nous des planteurs italiens d'ailleurs, des planteurs d'ananas ou de Véronèse. C'était un Italien qui était chez nous et qui nous avait dit, avec la radio, parce que là-bas, c'est avec la radio qu'on communique, hein, il n'y a pas. C'est des endroits très isolés dans la forêt. Avec la radio, j'ai entendu des Italiens de chez moi qui étaient dans le désert. J'ai capté leurs échanges de voiture à voiture. Ils disent qu'ils vont arriver en Côte d'Ivoire. Je leur ai dit, quand vous arrivez, venez. Alors, je vais très vite. Nous avons donc fait un repas avec les Italiens de passage, une magnifique Range Rover, n'est-ce pas, qui avait traversé le Sahara. Et avec eux, il y avait un Français. Voilà le Diogène. Arrive un jeune Français. C'était juste après 68, hein, vous voyez, très 68 tard. D'accord? Bon, j'étais très content qu'ils mangent notre cuisine, qu'ils boivent nos apéritifs, qu'ils fassent une halte, un repos là. Mais il se met un peu à ironiser sur nous. Oh, vous êtes des profs, vous gagnez votre vie laborieusement. Vous voyez, moi, je n'ai pas besoin de travailler. Voilà. Moi, je voulais voir l'Afrique. Eh bien, j'ai fait du stop à Gino, il m'a pris. Je lui ai dit, espèce d'imbécile, pourquoi tu craches dans la soupe?
au moins tais-toi, sois malin. Parce que si tout le monde fait comme toi, qui est-ce qui va nous ramasser en stop? Le cynisme de Diogène, c'est de faire oublier que pour qu'il y ait une marge, les marginaux, il faut qu'il y ait une page. La marge, elle est dans la page. Si tu enlèves la page, il n'y a plus de marge. Donc, heureusement qu'il y a des millions d'imbéciles comme vous et moi qui bossent, n'est-ce pas? Je dis ça parce que je n'ai jamais autant travaillé que depuis que je suis à la retraite, qui bossent pour que d'autres disent le travail, ce n'est pas nécessaire. Heidegger, le nazi, travail, ça vient de torture. Il faut laisser ça aux marxistes. Voilà, je vous rends la parole, mais j'y tenais. On a fait la traduction en anglais parce qu'il n'y a pas. Et donc ça, c'est le titre. C'est extrait de Refondation progressiste. Hein. On ne va pas être dans la grand écran. Donc, j'essaie de faire des Bien sûr. Hello, hello. Et donc, ça, c'est le titre. Et après, à l'intérieur, je vais montrer un petit peu. Donc, après, on a cité à Rosa Parks, des mouvements des droits civils des États-Unis. C'est un joli papier. La phrase très forte. Moi, non, je ne pense pas que je dois me mettre debout. Et après, on a qui. Oh, attends, c'est pas la même page. Non, en tout cas. Non, tu n'as pas montré ce que tu dis. Non, je n'ai pas montré ça. Donc, ça, c'est ça. Voilà. Rosa Parks. Ouais. I don't think I should have to stand up. Ouais. Superbe. Et après, c'est ça qu'on discutait un petit peu avant. Et oui, voilà. Donc, on a fait un petit cadre. Production, consommation, séduction, travail. Même en anglais, c'est clair, mais tout est toujours plus clair en anglais. Je dois continuer à parler. Oui. Donc là, on a fait les traductions. Je ne sais pas si c'est très bien fait, mais en tout cas, on a mis les deux figures de Narcisse et de Vulcain, le Héphaïste. Je voudrais juste, parce que c'est absolument pas connu, alors là en France du tout, si ça vous dit, si ça ne trouble pas votre programme, de dire quelques mots de cette région de Norvège qui est presque russophile, dans ce pays qui est pourtant fondateur du traité de l'Atlantique Nord, la Norvège, hein, qui a été le berceau de l'OTAN et qui a une frontière avec la Russie, avec les tensions que vous imaginez en ce moment. Il y a, et je l'ai appris grâce à vous, et c'est à ma grande surprise, toute une région où il y a une grande sympathie des habitants, c'est une région rurale, donc surtout des paysans norvégiens, pour les Russes qui les ont libérés de la botte nazie en 1944. Mais si vous voulez peut-être résumer ça, si ça vous dit. Hein. Oui, mais non, juste pour dire aussi, la Norvège a donné les présents secrétaire général de l'OTAN. Oui. La contribution. On a fait cette oui, je me rappelle. Oui. Mais je pense que la première chose à dire de ça, c'est aussi que la Norvège, c'est un pays avec une grande masse. C'est très loin. Très long, depuis le sud au nord. Mais en Scandinave, depuis l'Europe peut-être, on voit le nord comme des parties rurales. Mais en fait, je pense qu'ils ne trouvent pas soi-même très rural parce qu'ils sont très proches de Murmansk, tu vois, en Russie. Et pour eux, c'est plus naturel d'aller là que d'Oslo. Ça prend 5 jours en voiture. Tu as dit Murmansk. Oui. Oui, c'est ça, le port. Oui. Une ville. Bien sûr, le grand port russe. Bien sûr. Oui, exactement.
Donc, il y a 3 pays qui se connaissent là, c'est la Russie, la Norvège et la Finlande. Et la Finlande, oui. Oui. Et donc, parce que c'est une région aussi très, très importante en géopolitique. Bien sûr. Oui. Mais après, bien sûr, pour les gens là, ils sont habitués de travailler avec la Russie ou les Historiquement et Oui, géographiquement, tu veux dire. oui, exactement. D'accord. Depuis des décennies. Donc, le projet, c'est Mm. l'histoire. Oui, donc on a travaillé sur un projet d'histoire de cette région. Là, on a trouvé que les gens, comme tu dis, Dominique, ils sont, pour eux, c'est difficile de comprendre le, le sentiment contre la Russie. La Parce que pour russophobie. eux, oui, la russophobie. Parce que pour eux, c'est les gens normaux. Donc, pour aller au théâtre, il va à Murmansk. Ah oui, d'accord. Tu vois? Parce qu'il a aussi une visa. Tous les gens qui habitent près de la D'accord. frontière, ils ont Ouais. une visa pour justement visiter ces régions frontières. C'est bien. Donc, ils vont écouter Ibsen ou Tchekhov à Mourmansk. Oui, exactement. Il y a une très, très riche histoire dans cette région. Et particulièrement, et cette russophobie, c'était depuis un longtemps aussi. C'était pas juste récemment. C'était vraiment après la Deuxième Guerre et avant. Au Donc, début de la guerre froide, quoi. oui, oui, et après la Deuxième Guerre aussi. Bien sûr, bien L'histoire sûr. bien sûr change et change dans les années. Et donc, c'était une région incroyable, très, très belle. Mais Tu as été dans la région, Oscar. Pardon? Tu as été dans la région, apparemment. Oui, bien sûr. D'accord. Tu en parles avec enthousiasme de quelqu'un qui a été. Ah oui, c'était ouais, avec une très, très forte histoire. D'accord. Mais Vous pouvez donner le nom de la ville qui est au centre un peu de la région pour qu'on ait un repère, pour que si nos amis veulent le retrouver. oui, nous avons travaillé dans la ville qui s'appelle Kirkenes avec un K. Voilà, Kirkenes. Kirkenes. Hein? Et maintenant, on va commencer encore un autre projet à côté de Kirkenes, et dans la ville qui s'appelle Vardo. Oui, ce qui est intéressant de Varna, c'est que les États-Unis ils ont un très grand radar dans la petite île de Varda. Aussi, je pense que oui, après la dernière guerre mondiale, c'était là. Et donc, c'est vraiment un lieu très tendu géopolitique. Bien sûr, bien sûr. Oui, mais les gens là, ils le prennent comme quelque chose quotidien. C'est très intéressant. Mais ils ont vécu des choses incroyables là. Parce que la Norvège, il faut se rappeler, c'est que la Norvège était occupée par les nazis depuis la Dernière Guerre mondiale. Donc, cette guerre-là, c'est le plus important de l'histoire norvégienne. Et ces régions étaient très importantes pour justement la frontière soviétique, Clair. depuis les nazis. Bien sûr. Donc les nazis, les soviétiques, ils ont libéré ces régions 6 mois avant que le reste des pays. Et après, les nazis ont brûlé toutes les régions. Donc, c'est fort. Ce sont des choses qu'on ignore. Hein. C'est pour ça, c'est bien de les rappeler. Mais nous, on pense qu'on a la chance de travailler là-bas. Oui, mais on a un peu l'illusion que les pays scandinaves sont un peu en dehors de l'espace et du temps, vu d'ici, qui sont en marge de l'histoire, alors qu'au contraire, il n'y aurait pas la Normandie chez nous s'il n'y avait pas eu la Norvège ou le Danemark. Peut-être qu'il y a des questions. Philippe, peut-être que
nos auditeurs seraient intéressés par des questions. Mais, oui, hier, vous nous avez juste fait une petite vue sur le port de votre balcon. Alors, je vais juste mettre là. Et en fait, il faut dire que aussi d'abord, il faut dire que nous sommes un groupe avec 3 membres, ça veut dire Agnès, Oscar et moi. Et nous 3 on commencé les groupes dans l'année 2015. Et, Oui. Et on a travaillé en Paris et à Bergen et à Londres. D'accord, essentiellement. Oui. Donc, on voyage beaucoup. Oui, mais j'ai l'impression que vous n'êtes que 3. C'est pas beaucoup, mais vous êtes relativement bien connu dans la mouvance artistique, ou il me semble. nous faisons beaucoup en tout cas. Oui, Nous faisons plus de travail que pour 3 personnes. oui, voilà, d'accord. C'est ce qui me semblait. Ça se voit pas. C'est 3. Et on travaille, on peut dire aussi, on travaille toujours dans le nom de Haute Cobra. On ne travaille pas avec notre nom propre. C'est toujours les choses qu'on fait, c'est toujours les choses de Haute Cobra. Sur le collectif, ok. Exactement, c'est ça. J'en profite pour vous demander de commenter pourquoi Algarbra. Pourquoi cette appellation? En français, donc tout va bien. Hein? Est-ce qu'on peut dire pourquoi, ou bien est-ce que... Oui, on peut peut-être tous les gens connaissent le film de Godard. Ça s'appelle le même nom. Tu vas bien. Oui, bah bien, absolument. En anglais, c'est All is well. Donc, c'est un peu ça pose une question. Tu vas bien. Mais ça reflète aussi un intérêt avec la dialectique affirmative. On fait un effort pour chercher vraiment avec la dialectique affirmative dans notre travail. Donc, c'est ça. Et je pense que ça marche très bien. D'accord, oui. Je vois bien l'allusion à Godard, effectivement. Non, ce n'est pas vraiment une allusion à Godard. Non, mais je me rappelle le titre du film, effectivement. Oui. Branco, tu as un complément de réponse? Non, je pense à la même que question. Oscar a dit c'est très bien. Et ça reste ambigu, c'est une phrase qui reste, il y a une ambiguïté. Bah, c'est une très bonne réponse, ça. Oui. De ne pas donner une réponse univoque. Et c'est aussi une phrase de langage populaire aussi. Bien sûr. Populaire, tu vois bien. Est-ce que par hasard, parmi les sens, je ne veux pas en privilégier un pour respecter cette polyvalence, hein, mais est-ce que parmi ces sens, il n'y a pas aussi celui que, oui, on est en Norvège, il n'y a aucun problème. Il n'y a pas de problèmes sociaux chez nous, il n'y a pas de problème. Tu le cherches. Non, c'est bon. Oui, c'est pas exactement il n'y a pas un problème, c'est vraiment s'il y a une solution.
Et on peut trouver une solution. D'accord. Oui, Oui, d'où la dialectique affirmative, effectivement. exactement. D'accord. Moi, je suis assez étonné que je suis assez étonné de la manière dont est reçu Michel Clouscar depuis une dizaine d'années, on va dire. Et il est pris de manière très très différente par différentes groupes, personnes, etc. Et j'aurais aimé savoir, puisque je sais que vous avez fait un spectacle il y a très longtemps basé sur le capitalisme de la séduction. Vous avez fait tout un tas de choses là-dessus. Vous avez à nouveau cité Clouscar. Est-ce que vous auriez un petit mot à dire comment vous êtes venu à Clouscar et quelle est la place de cet auteur dans votre travail? Ça, c'est une bonne question. Et on a rencontré Dominique Pagani à cause de Clouscar. Et nous trouvons que, pour le dire comme ça, l'univers des discours, c'est en train de se fermer de plus en plus. Et nous trouvons que Clouscar apporte une voix différente de ce qu'on est habitué et que ça peut nous aider à faire des progrès. Oui. On a lu pas mal de livres de Clouscar, comme des autres auteurs qui sont connectés avec Clouscar aussi, comme Adolfo Sanchez Vázquez dans les domaines plutôt esthétiques, et Lucien Goldman, et Lukács, etc. Lukács, et Domenico Losucudon nous intéressent beaucoup. Bien sûr. Jacques Donte. Tu voulais dire quelque chose, Agnès? Non, Non, c'est bien. Oui. non, parce que moi, C'était important pour nous, les façons de comprendre le monde qu'il montre. la modélisation de Clouscar. Mm. Mais par contre, il me semble que vous connaissiez Clouscar avant que je vous ai vu. Oui. Oui. Voilà. Nous avons Donc, rencontré Dominique Pagani à cause de l'intérêt à Clouscar. en quête de Clouscardité. Oui. Mais donc, la question de Philippe revient. Qu'est-ce qui vous a mis sur la piste de Clouscar? Parce que ce n'est pas l'auteur le plus diffusé. Non, non, pas du tout. Si je me souviens pas mal, c'était Gilles Question. Ah oui. Il a très bonnes choses à dire de Clouscar, toujours. Je trouve aussi que c'est parmi les meilleures recensions, comme on dit, ou les meilleurs commentaires sur l'œuvre de Clouscar. Alors, coïncidence, j'en profite pour vous signaler qu'aujourd'hui, ce matin, Gilles Questiaux a déposé sur son blog une réflexion sur les mouvements sociétaux qui agitent nos sociétés. Il revient sur la vague de MeToo, oui, en particulier, et sur l'affaire Polanski, donc c'est pour ça que j'en parle. Hein. Et c'est un des meilleurs textes que j'ai vus sur la question. Voilà, donc Gilles Questiaux blog, hein, ça suffit de mettre ça en recherche et elle va tomber sur aujourd'hui. Donc ça. Il y a une question qui est arrivée. Donc si vous m'entendez bien, parce que je sais que j'ai un petit problème de micro là. On t'entend très bien. J'espère que c'est réglé. Donc c'est une question de Lily Martinet. Oui. Et je vous la lis. Quelle attitude adopter face à la caricature du cosmopolitisme présentée comme proto-bolchevisme par certains? Merci beaucoup à tous pour cet événement. Là, je veux bien répondre. Merci pour la question, c'est intéressant. Voilà, je vous passe tout de suite la parole parce que c'est vous qui avez lancé le pavé du cosmopolitisme. C'est toi qui as lancé le pavé du cosmopolitisme ce soir avec Diogène. Mais je voudrais juste rapidement dire la thèse
je suis anticosmopolite, je suis chauvin, nationaliste, et mon hexagone, c'est ma forteresse. D'accord? Ça, c'est la thèse. L'antithèse, c'est pas du tout les frontières, c'est artificiel. Moi, je suis aussi bien en train de prendre un cocktail. Moi, c'est Bernard-Henri Lévy, c'est ce que vous voulez. Hein, c'est Cohn-Bendit ou c'est Macron. Hein. Moi, voilà, je suis content de retrouver les mêmes figures dans un cocktail à Hong Kong, pas à Mexico et à Abidjan. L'antithèse. Et maintenant, moi, je vous propose la synthèse. Je renvoie dos à dos le repli fascisant. Mes mots sont précis. Tout fascisant n'est pas condamné à être fasciste. Le repli fascisant sur l'identité nationale fantasmée et le laisser-faire, laisser-passer, et le cosmopolitisme bourgeois. La synthèse, c'est l'internationalisme prolétarien. Voilà, c'est une modélisation que je rappelle, ce qu'on a un peu oublié. L'internationalisme suppose qu'il y a des nations. C'est l'époque où il y avait encore des nations qu'on a fait, par exemple, l'Airbus. Hein. Ce n'était pas l'Europe de Bruxelles qui a créé Airbus. Hein. Non, c'était vraiment des négociations entre États souverains. Voilà, ça existait encore à l'époque. Bon, donc voilà, je ne veux pas monopoliser la parole, je veux juste cette petite formalisation, modélisation rapide, hein, et par ailleurs, je crois que derrière la question de Lily, c'est ça, de Lily, elle fait allusion au fait qu'effectivement, c'était déjà dans la propagande nazie que les Juifs, les bolcheviks, dans la bouche des nazis, c'est exactement la même chose. D'ailleurs, le bolchevisme vient de ce juif de Marx, et quant à Jésus, c'est le premier communiste de l'histoire, parce que la seule fois où il se permet d'être violent, c'est pour chasser les marchands du temple. Et c'est pas un hasard si ceux-là voient toute relation à l'autre en termes de nation, à l'autre géographique, à l'autre climatique, même si c'est les pays tropicaux, s'ils le voient d'une manière suspecte, en disant c'est la porte ouverte au communisme. Voilà, c'est la peur de l'intrusion, de l'immixtion qui est typique un peu de la paranoïa, si on voulait psychologiser l'affaire. Voilà, c'est ma première réponse, mais je présume qu'elle s'adresse surtout aux orateurs de la soirée, c'est-à-dire à vous. Qu'est-ce que tu en penses, Branco, ou Oscar, ou Agnès? Non, peut-être je peux aussi lancer une première réponse. Ce n'est pas une réponse de tout, mais c'est que dans cette expo, derrière nous, où on montre la peinture faite pour les peintres locaux, pas forcément des artistes contemporains, des gens qui vendaient porte à porte et dans les marchés. Une des questions que nous posons avec cette expo, c'est cette idée peintre. Ils sont arrêtés de travailler dans les années 60-70. Et c'est quoi qui remplace ces peintures à l'huile qui peuplaient les maisons des peuples jusqu'aux années 70 et même jusqu'à aujourd'hui. Quand il n'y a plus de ça, qu'est-ce qu'il y a? Et la réponse, c'est très triste, et peut-être que c'est la même réponse qu'en France et dans les autres pays. C'est les choses que les Norvégiens ils s'achètent à Ikea. Au lieu d'acheter ces peintures, ils s'achètent des posters ou des peintures ou des autres choses à Ikea. Je ne sais pas si ça c'est une première En tout cas, c'est réponse. Moi, je trouve que c'est une bonne partie de la question qui obtient une réponse là.
Mais nous avons justement, pour nous, cette séance, c'est très important d'y participer parce que nous cherchons justement des réponses un petit plus précises sur ces sujets-là. Mais ça ne nous inquiète pas trop si ça reste ouvert aussi. Mais nous pensons que les choses sont en train de changer très vite. Donc, Oui, peut-être qu'on peut avoir quelques réponses provisoires. Il faut rester tout toujours à fait. alerte au nouveau Je te remercie pour cette modestie théorique. Moi-même, je suis frappé de la rapidité des changements qui se font, comme si on était dans ces rares époques où on vit l'histoire presque en temps réel, presque. Et donc, ça m'a rendu très prudent vis-à-vis d'affirmations péremptoires ou trop générales. Et je pense à ce passage de la préface de Hegel à la phénoménologie, car il a vécu une époque comme il y en a tous les 20 siècles. L'époque qui commence par la prise de la Bastille et qui se termine à Waterloo. Hein. Et il dit à un moment donné, du reste, il n'est pas difficile de voir que notre temps est un temps de transformation et de gestation et de transition à une nouvelle période. Voilà, j'arrête ici la citation. Mais c'est d'autant plus difficile, difficile de vouloir accélérer une conclusion. Par contre, pour en revenir au cosmopolitisme et pour dépassionner et pour le mettre dans un contexte moins rapide, plus familier, je pense à un pays où j'ai vécu en Afrique, qui est la Côte d'Ivoire. D'accord? Elle a une frontière avec le Burkina Faso au nord. C'est tout ce qu'il y a à savoir pour comprendre ce que je vais raconter. Dans les années 70, il y avait une chaîne de magasins qu'on appellerait de grande distribution, mais à l'échelle africaine, c'était modeste, hein, mais enfin, qui était nationale, qui était ivoirienne. La Côte d'Ivoire avait un niveau de vie, une économie beaucoup plus prospère que la moyenne de la région. Hein. Voilà. Et donc, il y a des ethnies qui ont été coupées en deux par la colonisation. Le nord de la Côte d'Ivoire, c'est l'ethnie Sénoufo, qui devrait vous intéresser comme plasticien parce qu'elle a énormément influencé Modigliani. Vous savez, les yeux en amande comme ça et le nez très allongé. J'en ai un, je crois, de masque. Voilà, mais il n'est pas ici. Sénoufo. C'est la même ethnie qui est au sud du Burkina. Donc, je compare deux nations et une même ethnie, comme on dit en anthropologie. Mais, économiquement, M. Ouattara, c'est un nom sénoufo très, très répandu, c'est le nom de l'actuel président de la Côte d'Ivoire. M. Ouattara, côté Côte d'Ivoire, sait qu'il peut trouver des piles pour sa radio. Là, en bas de chez lui, dans un magasin de grande distribution, alors que dans le Burkina, où il y avait une très grande pauvreté, surtout avant Sankara, vous voyez, il y avait... et d'ailleurs, le Burkina est une réserve de main-d'œuvre émigrée qui viennent travailler dans les champs de café et de cacao de la Côte d'Ivoire, d'où les tensions d'ailleurs. Je veux dire quoi? Je veux dire que la région a la nation qu'elle mérite et vice-versa. Si une région ne reçoit rien de la nation à laquelle elle appartient administrativement, je comprends qu'elle ait des velléités de vouloir se détacher et de demander son autonomie. S'il n'y a pas de ristourne sociale, de ristourne économique, hein, c'est pourquoi il est si important dans les luttes actuelles de faire en sorte que la loi soit la même en Alsace, en Corse, en France, et qu'un transport en public soit assuré, même dans des endroits de campagne où il n'y a pas beaucoup de voyageurs. Voilà, je rappelle ici la dialectique de la nation et de la région. Si la nation fait son travail, qui est d'être là pour tout le monde, pour la volonté générale, dans ce cas-là, il n'y a pas de tension entre la nation et la région. S'il y en a, c'est que la nation a oublié d'être une nation, c'est qu'elle est devenue la propriété de quelques-uns. Voilà. C'est comme ça que je pose le problème. Je ne le résous pas, je suis prudent comme toi, je ne sais pas comment ça va tourner. Mais c'est autour de ces notions-là que ça se passe. Vous voyez bien que avec mes racines corses, le problème se pose souvent. Pendant très longtemps, la Corse était un endroit de relégation. On envoyait, un peu comme en Guyane, on envoyait des criminels dans des bagnes
au milieu du paludisme et des moustiques, la Corse, c'était ça. Et on faisait appel de temps en temps à des voyous corses, des bandits, des mafieux, comme il y a souvent dans les pays pauvres, parce qu'au départ, la mafia, c'est une solidarité de proximité. Hein. C'est Robin des Bois, Robin Hood. Au départ, c'est ça, au départ. Donc, on faisait appel à des Corses pour faire des colleurs d'affiches à Paris pendant les campagnes électorales, etc. Voilà. Donc, il est normal qu'à un moment donné, les Corses qui ont tout fait pour asseoir l'autorité de la France dans l'empire colonial. Il y avait beaucoup de Corses expatriés là-bas qui fuyaient la misère à l'époque. Il est normal que maintenant, ils fassent le contraire. Ils se plaignent du colonialisme français. Voilà, vous voyez la dialectique comme ça peut changer selon les époques. Mais je ne crois pas qu'il y ait de régions de Norvège qui réclament de l'autonomie. Peut-être la Laponie, mais je ne crois pas. Agnès Branco, est-ce que techniquement ce serait possible qu'on voit un peu mieux les tableaux qui sont derrière vous? Parce qu'on ne les voit pas très bien. Oui, on va essayer. C'est possible de bouger. Ah oui, là c'est mieux. Ah, on ne voyait pas la jolie maison blanche là. Peut-être Agnès, tu veux expliquer qu'est-ce qu'on voit là? C'est extraordinaire. Hein, oui. Donc, toutes ces peintures ici, c'est prêté à nous par comment on dit, pas quelqu'un qui travaille dans la rue. Un comptable. Un comptable, oui. Et c'est pas un peintre qui a travaillé dans ces endroits. Oui, dans ces endroits, autour d'ici. Et c'est tous les bâtiments qu'on voit. Il a fait la peinture autour d'ici. Donc, les gens, ils connaissent très bien. C'est familier, d'accord. Et ça que c'est intéressant, en fait, c'est que c'est de la peinture urbaine. Parce qu'en Norvège, le plus typique, c'est la peinture de la nature. Paysage. Oui. Oui, aussi, ça me frappe. Mais ça, c'est tout la ville, tout urbain. Oui, c'est très intéressant comme remarque, Branco. Donc, apparemment, il a fait 100 000 peintures. Ah là là. Oui. Fantastique, hein? Et vendu, comme on a expliqué. Et c'était vraiment vendu au porte-à-porte essentiellement. Oui. Et ici, c'est l'exemple de le même peintre. Et derrière ça, il y a une copie que nous, on a fait. D'accord. Oui, on voit que c'est le même endroit, oui, oui. Quand tu dis nous, c'est toi. C'est nous deux, en fait. Ah bon? En fait, c'est comme Oscar, il a dit. Comme dirait Oscar, c'est Algar Bras. Notre travail, c'est on ne distingue pas entre qui a fait quoi. C'est très bien. C'est très bien. Ici, c'est des peintres différents. C'est une collection depuis. Les voisins, ils sont arrivés ici et ils ont dit, moi, j'ai une peinture. Et nous, on dit, oui, viens avec ta peinture. Et après, il vient. Donc, on a... C'était vraiment une très, très bonne idée. Ici, cette femme-là, elle s'appelle Marit. Elle habite à côté. Donc, c'est un de vos voisins. Oui. On a mis la photo avec elle en train de nous donner les tableaux. De vos voisines, oui. Juste avant. Oui. Oui, ils sont très, très connus en Norvège, ce type de tableau. Et je pense qu'ils sont connus aussi en France et en Angleterre. Ils sont très familiers. Mais c'est aussi aujourd'hui mal vu un peu. Et c'est une question très intéressante. Pourquoi il est mal vu? Oui. Et qu'est-ce que tu répondrais, toi? Qu'est-ce que tu répondrais, quoi, Oscar, à première vue, comme ça?
Bah, je pense qu'il y a deux choses très intéressantes avec ce type de tableau. C'est que c'est très familier. Euh, la, la scène est très familière, mais aussi la forme. Comme on Je comprends regarde bien. ça, Il y a rien de provocateur. exactement, ouais, c'est ça. Ça croise pas de l'art contemporain. Eh bien, je suis content que tu commences par cette réponse parce qu'on voit l'homogénéité de la séance de ce soir, qui a commencé par le long développement de Branco sur Diogène. Diogène joue la provocation tout le temps. N'est-ce pas, Branco? Exactement. Oui. Bon, c'est pas le travail de cynique. Voilà. Tandis que là, c'est l'art populaire Oui, il faut aussi se rappeler qui demande une que- reconnaissance et qui veut être reconnu par des gens pour qui c'est familier et des gens qui reconnaissent dans les deux sens. Ils sont reconnus, mais aussi ils reconnaissent l'endroit, la ville, le quartier, le paysage. Mais je pense que pour ce phénomène ici, c'est important de se rappeler que c'est juste après l'occupation par les nazis. Donc, les gens, ils sont fatigués de la guerre. Ils voulaient vraiment reconstruire quelque chose. Ils Oui. voulaient une vraie maison avec une vraie peinture. Ils voulaient des choses à voir qui n'est pas trop Paisible. violentes. Oui, Une chose trop paisible. difficile. C'était difficile déjà. On peut Bien voir. sûr. Mais je pense que aussi parce qu'il pourquoi c'est mal vu, il y a aussi un côté économique là. Parce que ça, c'est les peintures pour les gens qui n'ont pas le moyen pour acheter les plus chers, les œuvres d'art les plus chères. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Peut-être qu'il y a aussi un peu de honte là, je pense. Bien sûr, C'est pour ça aussi bien sûr. on n'est pas fiers. C'est bien. Agnès a le flair social. Le flair, c'est. On dit ça pour les chiens. Pour les chiens, le flair. Donc, ouais, c'est ça. Bon, ben. Son favori. Donc, il y a une version un peu spéciale ici aussi. Je ne sais pas si c'est possible de le voir, mais c'est de plusieurs. Il a mis le truc dans les surfaces. C'est 3D. Oui. Oui, 3D. Trois quoi? 3D. Ah oui, oui. 3D. Ah, d'accord, 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 d'accord. C'est un peu difficile à voir. En tout cas, ça fait une belle décoration du local. Hein. Oui, et on a des grandes fenêtres. Donc, avec les corona et avec tout ça, tout le monde peut voir. Les Ça, c'est expos, si tu es incroyable. de voir. Et il y a eu des visites depuis cette exposition? Oui, nous sommes très étonnés parce qu'il y a beaucoup de visiteurs. Bon. Et aussi, là, on vient d'apparaître dans les journaux de Bergen, l'expo. Donc, on a trop de gens qui viennent, comme 10 personnes ou 15 même par jour. C'est beaucoup pour une ville comme Bergen. Oui, je comprends. Il n'y a que 250 000 personnes, donc c'est pas mal. Ces derniers jours, on a eu 10-15 personnes par jour. Je vais repiquer sur notre site. Je ne parle pas de la page Facebook là, mais je vais repiquer sur notre site, sur la page sites amis, les coordonnées et le lien pour aller sur les pages Algarbra et je vais les remettre sur notre page Facebook à cette occasion. Enfin, je vais dire à Thomas de le faire. Mais oui, il ne faudrait pas conclure à leur place, mais. Moi, je pense qu'on doit dire bonjour, dire merci encore une fois.
Oui, bien sûr. Merci, merci pour l'invitation. Oui. Bon, ben, merci surtout d'avoir bien voulu participer, bien qu'on ne vous ait pas donné beaucoup de temps pour le préparer. Hein. C'est à peine 3 jours, et même pas pour Oscar. Et donc, merci surtout à vous. Je rappelle qu'il vous arrive de venir passer quelques jours à Paris, hein, Agnès et Branco. Oui, d'habitude, nous habitons à Paris et à Bergen. Mais Voilà. face avec les Covid, c'est un peu différent. C'est devenu un peu difficile, bien sûr. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Moi, j'ai trouvé, encore une fois, de l'introduction jusqu'à maintenant, j'ai trouvé que c'était très homogène et que c'était très clair dans l'originalité et l'étrangeté. Voilà, ce qui m'a fait très plaisir. Merci, Dominique. Merci aussi, Philippe. Merci. Et ben, je termine toujours par un grand merci à Philippe qui réalise toujours des miracles avec très peu de moyens. Voilà. Merci à tout le monde.